La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 25. Lilou. Eridan avait bu mon histoire avec attention et admiration. Ainsi, la flamme des phénix coule dans vos veines, souffle-t-il. Ça alors. C'est exact. Et c'est pour cela que j'arrive à manipuler l'eau et le feu. Naturellement, je ne suis pas aussi puissante avec mon feu qu'avec mon eau, mais comme je ne suis pas une caster, je m'en fiche. J'ai juste appris 2 ou 3 sorts qui me sont utiles. Il esquisse un sourire mélancolique en relevant les yeux. Son regard se perd l'espace d'un instant sur la route qui défile sous les pas de nos montures. « Et vous » repris-je. « Vous ne maîtrisez qu'une seule magie ?» Il hoche la tête. « Oui. Je ne suis pas très versé dans cette arme non plus. Je connais ce que mes parents m'ont enseigné. C'est tout. »« Vous étiez soldat, je me trompe ?» osai-je lui demander, curieuse. « Oui. J'étais capitaine chez les phalanges de Sparcia, une guilde militaire de Massuna. Puis, j'ai fait des choix qui m'ont détourné de ce chemin. » Sa voix meurt dans sa gorge. Les traits de son visage se creusent, et un voile d'obscurité semble envelopper ses épaules, qui s'affaissent. Je perçois les muscles de sa mâchoire se serrer, et ceux de son cou se contracter. Son regard devient dur, et se pose au-delà de la route, là où de tristes souvenirs ont l'air de l'attendre. Je pince les lèvres, et ralentis le pas pour le laisser filer. J'ai lu dans ses yeux qu'il n'en dirait pas plus aujourd'hui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je me sens finalement bien. Je lui ai conté mon histoire, si sereinement, que j'ai l'impression de l'avoir racontée à un ami de longue date. Et le tout, sans ressentir la moindre gêne, ni appréhension en croisant son regard de braise. Serait-il possible qu'il ait eu raison de me rejeter en fin de compte ? Quoi qu'il en soit, je venais de briser mon mal-être vis-à-vis de lui, et pour moi, c'était déjà une sacrée victoire. En effet, étant timide de nature, de par mes origines, les créatures de l'eau sont souvent des personnes réservées, voire hypersensibles, mais aussi de par mon caractère, j'ai toujours eu du mal à parler aux gens. Cela explique en partie pourquoi je travaille seul d'ailleurs, et peut-être également pourquoi je suis célibataire. Bon, pour cette deuxième conclusion, je peux ajouter que le compagnon ou la compagne qui plaira à ma sœur et qui aura sa bénédiction n'est sans doute pas encore né. Et il est inutile de préciser que si Arrakis ne donne pas son aval sur ce dernier, il décampe plus vite qu'un cheval au galop. Ma risette en coin se transforme, sans que je ne puisse le contrôler, en une fente d'oreille à oreille. Dommage que notre discussion ait terminé sur le passé du guerrier, que je devine sombre, mais égoïstement, je suis sereine, soulagée et contente. Que demande plus ? Je suis si absorbé par mes réflexions sur Eridan que je sursaute légèrement lorsqu'une voix s'élève derrière moi. Ainsi, je connais désormais la légende de Lilou, la rôdeuse de la mer et du feu. Je me retourne et vois Okami qui me sourit. Je lui rends timidement sa mimique, prise de court. J'avais complètement oublié la Séraphin. La belle Séraphin. Mais elle est moins impressionnante que celle qui court dans les rues, reprend-elle amusée. Dans les rues ? Oui, on entend beaucoup de choses autour d'une pinte de bière ou au détour d'une ruelle. La plus répandue est que vous êtes la fille d'un homme du feu et d'une ondine qui aurait hérité des pouvoirs de son père. Plausible, mais très peu probable. Les éléments ne sont pas une histoire d'hérédité, du moins de ce que j'en sais. Elle penche la tête sur le côté, légèrement, et juge ma réaction. Mes yeux, arrondis par la curiosité, la font pouffer. Elle poursuit. Ou alors, une autre explique que vous seriez né dans les flammes d'un phénix mourant, et que vous en auriez absorbé son énergie. J'arque un sourcil. Ou, attendez, la meilleure de toutes, ma préférée. Vous seriez la réincarnation d'un rejeton d'Imarak et de Ka. Je m'exclaffe, en imaginant le titan pieuvre et la titan louve en train de s'accoupler. C'est tellement grotesque que j'en ai les larmes aux yeux. Ne me dites pas que vous avez cru à toutes ces sottises quand même, gloussai-je. Pas le moins du monde, je vous rassure, se déride-t-elle à son tour. Alors que nos rires se fondent en une hilarité d'adolescente, Okami pose ses prunelles perçantes sur moi. Il est mignon, votre guerrier, reprend-elle tout à coup,
avec une mimique amusée. Je fais la moue, sentant une pointe de vexation que je refuse d'analyser. Oui, assez. Mais je ne suis pas son type de femme, apparemment. La femme de l'eau incline la tête, les yeux expiègles. Vous m'en direz tant. Ce n'est pas moi qui le dis, me récriai-je. Il m'a jeté cela au visage tout à l'heure, comme si de rien n'était. C'est la première fois que vous le côtoyez? Il fait partie de votre guilde, pourtant. Je hausse les épaules. Il est arrivé le mois dernier, pendant que j'étais en raid. Donc, non, je ne l'avais pas vu avant-hier. S'il est arrivé il y a 1 mois, et que votre père l'a désigné pour vous protéger, il a dû sacrément l'impressionner. C'est vrai que je l'ai vu se battre dans l'arène, et il sait ce qu'il fait. Ses frappes sont celles d'un combattant aguerri. Et il a le regard du guerrier qui a connu le sang. La voix de la mage a repris un ton sérieux. Oui, acquiesçai-je. Je me suis dit la même chose en m'entraînant avec lui. Mais je trouve cela quand même bizarre que mon père nous l'ait détaché alors que nous avons des wards d'un niveau bien supérieur au sien. Je tais ma pensée qui me vient à l'esprit et qui me souffle qu'il est encore plus étrange d'avoir monté un raid mixte avec une poussière d'étoiles. Vous êtes dur avec lui. Pas autant que je le voudrais pourtant, ripostai-je du tac au tac. Elle sourit. Je vous ai entendu, avoue-t-elle du bout des lèvres. Loin de moi l'idée de vous espionner, bien sûr, mais j'ai l'ouïe fine, vous savez. Les séraphins ont effectivement une audition aussi aiguisée que leurs yeux sont perçants. En fait, je suppose qu'Eridan ne veut pas vous mettre mal à l'aise. C'est tout. Il ne pense probablement pas à tout ce qu'il vous a dit. Sa phrase fait office d'un clou dans ma poitrine. Mais je me ressaisis immédiatement. Moi, si, surinai-je. On est en mission. Je n'ai pas le temps de fricoter. Et surtout pas avec un phénix. Mes battements cardiaques accélèrent, tandis que je m'aperçois, avec un soulagement, qu'Eridan ne m'a pas entendu, malgré ma voix qui est montée haut dans les aigus. La clairesse pose alors sa main sur mon épaule. On ne choisit jamais le moment ni le lieu pour ce genre de choses. Je tourne la tête vers elle. Ses iris me perforent. Ses douces paroles résonnent dans mes oreilles et me crient irrésistiblement de me lever dans ses bras. Ma respiration s'accélère, mes prunelles sont totalement noyées dans les siennes, et je suis incapable d'ouvrir la bouche et de dire quoi que ce soit. La mage, qui perçoit sans doute mon malaise, sourit et se retourne, avant d'élancer sa monture un peu plus en avant. « Ne vous en faites pas, reprend-elle par-dessus son épaule. Cela passe avec le temps. Fait-elle allusion au guerrier ou à moi-même? Je la regarde alors s'éloigner, la dévorant des yeux complètement subjugués. Les paroles d'Arakis hier soir me reviennent subitement en mémoire avec une clarté gênante. Ma sœur avait-elle vraiment vu juste? Suis-je aussi stupide que cela? Un ricanement résonne brusquement à côté de moi et me sort de ma torpeur. Arakis vient de faire son apparition. Ha ha ha! Quel choix cornélien! Je la foudroie du regard, mais mes joues rouges pivoines ne jouent pas vraiment en ma faveur. Allez, belette! Avance! Et chouffe la route! Pas les fesses de la belle mage ou du soldat craquant! Glousse-t-elle, en bondissant pour m'ouvrir la voie. Encyclopédie des savoirs anciens. La magie élémentaire. Chapitre 2. Utilisation. La magie élémentaire est une capacité innée chez tous les aînés et les humains. Un phénix n'aura ainsi aucune difficulté à faire jaillir une petite flamèche de ses doigts pour allumer un feu ou une bougie, tout comme les ondines n'auront pas de mal à créer des bulles d'eau ou à marcher sur les vagues. Ces manifestations élémentaires de base, bien que spectaculaires pour un observateur non initié, ne requièrent qu'une infime quantité d'énergie et peuvent être accomplies instinctivement par n'importe quel individu dès son plus jeune âge. Toutefois, la magie demande de l'énergie, communément appelée mana, qu'elle puise dans l'essence même de la créature qu'elle utilise. Cette énergie est plus ou moins importante en fonction du sortilège que l'on souhaite lancer. Ainsi, créer une simple flamme équivaut à l'effort de souffler une bougie, tandis qu'ériger un mur de feu capable de consumer une armée entière
drainera suffisamment d'énergie pour épuiser un mage pendant plusieurs jours. Source d'énergie magique. Le mana provient de deux sources distinctes, mais complémentaires. La première, et la plus importante, est l'énergie vitale, qui coule dans les veines du mage lui-même. C'est ce réservoir personnel qui est sollicité en priorité lors de toute incantation. La seconde source se trouve dans l'environnement immédiat, les alizés, les courants et les vents élémentaires qui imprègnent la terre, la mer et l'air, constituent un réservoir d'énergie ambiant dans lequel les mystiques expérimentés apprennent à puiser pour suppléer leurs propres réserves. Cette capacité à exploiter le mana alentour distingue d'ailleurs les véritables maîtres des simples pratiquants, car elle permet de réaliser des sortilèges d'une puissance considérable sans s'épuiser totalement. Puissance et limites. La magie est une science extrêmement fatigante et dangereuse pour les non-adeptes. L'entraînement requis pour améliorer ses capacités est très long et difficile, ce qui explique que les mages ne sont pas aussi nombreux que l'on voudrait bien le croire. Contrairement à la croyance populaire, naître avec un don élémentaire ne fait pas de vous un mystique accompli. Pas plus que naître avec des jambes ne fait de vous un champion à la course. Une personne qui ne pratique pas cet art sera très limitée quant à ses pouvoirs élémentaires, tout comme un individu qui y recourt très souvent pourra faire appel à des sortilèges bien plus puissants. La différence entre un novice et un mage chevronné est considérable. Là où le premier parviendra péniblement à animer une petite flamme vacillante durant quelques secondes, le second pourra invoquer un brasier rugissant capable de dévorer un bâtiment entier, et ce, pendant plusieurs minutes. Cependant, utiliser la magie n'est pas sans risque. En effet, chaque fois qu'un mage incante un sortilège, il consomme une partie de l'énergie qui compose son être. Et s'il continue à user de ses pouvoirs alors que sa fatigue et son mana sont au plus bas, il peut en mourir. Les premiers signes d'épuisement magique sont généralement faciles à reconnaître. Tremblement des mains, vision trouble, saignement de nez, vertige et nausée. Un mage prudent cessera immédiatement tout rituel dès l'apparition de ces symptômes. Les imprudents, en revanche, s'exposent à des conséquences bien plus graves. Hémorragie interne, défaillance cardiaque ou combustion spontanée, dans les cas les plus extrêmes. L'histoire magique recense ainsi de nombreux exemples de mages qui se sont littéralement consumés de l'intérieur pour avoir outrepassé ses limites. Mécanisme et incantation. La magie élémentaire est intuitive. Le processus est théoriquement simple. On pense à ce que l'on veut obtenir, on puise dans notre corps l'énergie requise à sa mise en œuvre, et on observe le résultat. Elle ne nécessite pas forcément d'incantation verbale. Le sortilège naît directement de la volonté du mage, sans méditation linguistique obligatoire. Toutefois, comme elle exige que son utilisateur visualise mentalement avec une extrême précision ce qu'il souhaite entreprendre, les mages s'entraînent systématiquement avec des incantations verbales, particulièrement lors de leurs apprentissages. Comme la visualisation doit être d'une rigueur absolue, chaque détail compte. Un individu qui veut créer une sphère de glace doit en concevoir dans sa tête la taille exacte, la densité, la température, la trajectoire et la vitesse de formation. La moindre imprécision dans cette construction cérébrale peut provoquer l'échec du sort, ou pire encore, une manifestation chaotique aux conséquences imprévisibles. Les incantations verbales permettent donc de joindre la parole au geste et à la pensée, ce qui aide considérablement à structurer la projection mentale. En prononçant « sphère de glace, 2 mètres de diamètre, température cristalline », le mage ancre dans le langage les paramètres exacts de son sortilège, rendant sa visualisation plus stable et plus détaillée. C'est un échafaudage verbal qui soutient l'édifice mental. Cependant, même lorsqu'ils atteignent un niveau de maîtrise tel qu'ils n'en ont plus besoin, bon nombre de mages gardent l'habitude de l'incantation verbale, si bien qu'ils le font par réflexe, sans en avoir vraiment l'utilité. D'autres le font par pure vanité. Selon ces derniers, rien n'est plus jouissif que d'expliquer à sa victime ce qui lui est arrivé par de simples formules magiques,
transformant ainsi chaque affrontement en une démonstration théâtrale de leur supériorité. Par Sir Dariden, maître du savoir de Massilia.